La fabrique des mésanges de Lord Zenaker. Année d'écriture 2018. Synopsis. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. C'est de la langue extraterrestre. Il en va de ces dieux qui, loin d'être divins, sont en fait des êtres venus de l'espace. C'est en tout cas ce qu'ils expliquent tour à tour à Max, un jeune homme qui a grandi dans les années 90 à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, seul avec sa mère. À la suite d'une grosse déception amoureuse, il entame un voyage à travers l'Inde, la Grèce, l'Afrique et même les États-Unis. Max est embarqué malgré lui dans une quête spirituelle, la menant sur le chemin de la réincarnation de Ganesh. Je vous souhaite une bonne écoute. La tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Épique. Il y a bien longtemps, des hommes adoraient des dieux. Sur les bords de l'Euphrate, des paysans se prosternent. Nous sommes 12 000 ans avant Jésus, des milliers d'années avant même que le nom du Père ne soit prononcé. Sur les bords du fleuve, un convoi passe. La chaise que porte une dizaine de bras transporte un étrange personnage. On ne dissocie rien de son visage, si ce n'est le mouvement des yeux derrière le masque vert. Il porte une longue toge pour sa carrure impressionnante. Même assis, on suppose sa grandeur. Il arbore les symboles des rois, le spectre d'abord, la toge blanche et enfin la coiffe. Pourtant ce n'en est pas un. Il est bien plus que cela. Il est ce qu'on appelle un dieu. Regardez-le traverser la cité babylonienne, passer devant les jardins suspendus. Observez cet azur bleu et sans nuages dont on dit qu'il descendrait. Comprenez la fascination des femmes et des hommes qui baissent leur regard alors que lui les contemple derrière le masque d'argile. Personne n'ose ne serait-ce que souffler trop fort. Il faut laisser passer le convoi dans une ovation sourde. Un jour, Enki ne viendra plus si près des populations. Des rois seront placés sur les trônes vacants jusqu'à ce que Babylone tombe et s'efface dans l'histoire. Les divinités d'autrefois deviendront des chimères, des contes pour enfants, des mythes et légendes perdus dans l'imaginaire collectif. Ils seront associés à des caricatures, au mieux à des métaphores d'un temps où les humains pensaient que leur foudre était jetée du ciel par la main de Zeus. Moi aussi j'y croyais. Moi aussi j'y croyais. J'étais dans le désert. Ces crocs ruisselaient. J'allais mourir. Ce truc allait me bouffer et personne n'en saurait rien. Je pensais à ma mère. C'était la première fois que je pensais si fort à elle. Oui, j'aurais voulu qu'elle soit à côté de moi, qu'elle me prenne la main et qu'elle me dise « Ce n'est qu'un monstre, rien d'autre qu'un méchant chien. » C'était de sa faute si j'allais y passer. De sa faute à elle. Maman voulait voir l'Inde. Elle m'y a envoyé sa place. Où était-elle maintenant, hein? Sans doute en train de se prélasser sur le divan en velours du salon, à attendre mon appel qui ne viendrait plus jamais. J'avais quitté Leipzig. Mais pourquoi étais-je partie? Comment avait commencé cette histoire, moi qui allais servir de repas à cette foutue bête au milieu de nulle part? Quand avait-elle dérapé? Je fermais les yeux. J'étais pétrifiée. Puisque j'allais y passer, il fallait que je me souvienne. Maman, Aphrodite, Marx, l'Inde, la Grèce, l'homme en noir, la fille, l'amulette. J'allais mourir. Maman, c'est quoi la mort? Sa voix résonnait. La mort, c'est quand tu vas au paradis, mon chéri. Le paradis se trouve au niveau des nuages. Les gens qu'on aime se retrouvent là-haut. Et il y a des chevaux? Je pense, oui. Et des lions? Sans doute. Et des girafes? Oui. Et des dragons? Je ne sais pas, Max. Elle ne savait pas. En revanche, ce que je savais, c'était que les monstres nous envoyaient de l'autre côté de la balance du monde. Je m'appelais Max et j'avais 27 ans. Et avant de me retrouver dans le désert saharien, je vivais à Leipzig, en Allemagne. Loin des klaxons grinçants de vieilles trabis traversant le mur en 90, je grandissais seule avec ma mère. Puisque je n'avais pas de père, je m'imaginais qu'il devait s'agir de quelqu'un de spécial, de grandiose, d'un dieu qui avait dû garder son anonymat. Les mensonges de l'enfance nous poursuivent tard dans la vie. Je venais de l'ancien bloc de l'Est, à passer des heures à hurler dans les ruines en courant.
Les industries délaissées s'exténuaient à survivre encore face à la nature, sans y parvenir. Des arbres grandissaient au milieu des anciennes salles occupées par des rangées de secrétaires tapant sur des machines à écrire. Karl Marx et Honecker prenaient la poussière dans les entrepôts de l'ex-RDA. Le paysage lointain des usines qui crachaient de la fumée devenait une image fixe et dévastée. La RDA n'avait jamais été mon enfance, juste ce qu'il en restait. Avec Christian, mon meilleur ami, on allait faire le tour des bâtiments délaissés. On entrait par les fenêtres, on jouait à se faire peur, on importait des trucs démodés qui tenaient dans nos poches. On mangeait des glaces italiennes en regardant l'horizon se coucher. Parfois, on se faisait peur à se lancer des figurines de muscleurs à travers les grandes salles pour effrayer les fantômes. Et la poussière volait. C'était quelque chose de grandir dans un monde qui n'avait pas de lendemain. Pour ma mère, ça l'était moins. Elle avait beau être encore jeune, elle se débattait à comprendre cette nouvelle société. Les McDo, les mangas, elle avait du mal à suivre le panaché de couleurs qui criait dans le poste de télé. Je ne savais pas que dans les années qui ont suivi la chute du mur, maman avait des problèmes à garder son emploi à mi-temps et qu'en tant que femme célibataire, elle souffrait de certains collègues. Elle luttait. Elle luttait contre des raz-de-marée humaines, contre le nouveau gouvernement, contre la pauvreté. Et mes grands-parents ne pouvaient pas toujours l'aider. Si j'avais eu une grand-mère formidable et un grand-père bricoleur, j'avais grandi sans papa. Ma mère n'avait jamais eu vraiment le courage de me le dire. Il était parti. Elle n'en parlait pas. Je crois qu'elle avait eu mal de perdre l'amour de cette façon, qu'elle n'y pensait pas, qu'elle avait vu en lui l'homme idéal. Mais lui, l'homme idéal, n'avait pas su prendre ses responsabilités, comme disait mamie. Quand ils ont ouvert les frontières, il était l'un des pionniers à quitter l'ancienne Allemagne de l'Est, de peur sans doute qu'il les referme subitement, ces mêmes frontières. Toujours est-il que j'étais bien entourée, et puis avec une mère comme la mienne, tout semblait léger dans l'existence. C'était une petite femme encore jeune, aux cheveux bruns longs et raides. Si elle me semblait fragile, c'était surtout parce qu'elle était douce. Avec elle, nous avions un rituel bien spécifique. Quand arrivait le samedi, nous prenions des grands draps dorés que nous accrochions au mur avec quelques pinces à linge. Dans notre tente, nous allumions 2 bougies et nous commencions notre voyage en Inde. Nous étions des nomades parcourant les grandes vallées du Gange. On racontait que des êtres d'une autre dimension, surnaturelle, auraient pris le contrôle sur certains temples. Maman pouffait de rire à m'entendre parler de ces dieux dont les multiples têtes, yeux ou bras sont tortillés à force de danser. Nous mangions des gâteaux américains en guise de repas, avant de quitter notre cabane et de regarder une cassette VHS que ma mère nous avait pris à la vidéothèque. Nous avions vu Star Wars, E.T., Mars Attack, Matrix, Hocus Pocus, Hook, Batman, la famille Addams, et même des choses plus adultes, comme Poltergeist. Ce dont je me souviens, c'était du rire de ma mère, un rire fort, plein d'ondulations qui la faisait frissonner. Et il y avait sa main dans laquelle je glissais la mienne et qu'elle serrait quand le film me foutait la trouée. Je me souviens de son sourire quand elle me regardait, et de cette foutue promesse que je ne pensais jamais tenir. Elle voulait partir en Inde. Elle ne savait pas d'où venait son attachement pour le pays. Elle savait que quelque chose l'y attirait. J'étais un gamin qui avait fait oui de la tête. C'était le jeu qui se prolongeait. Et pendant très longtemps, nous avons organisé notre départ en Inde. Il faut dire que même en grandissant, nous continuions à construire des cabanes. Je n'avais jamais été un adolescent très difficile. J'étais encore amie avec Christian et nous avions des problèmes avec les filles. Loin de l'image du mec en scooter, nous avions nos vélos usés et des goûts qui n'intéressaient personne de notre âge. On était restés en enfance pendant longtemps. Trop longtemps. J'étais encore un fan de figurines en plastique et je continuais d'aller dans les usines désaffectées. Pour ses 18 ans, Christian a même acheté une Trabant à un petit vieux. La voiture s'oxydait dans le fond de son jardin et Christian aimait retaper les voitures. Quand elle avait pu rouler, on allait vider ces mêmes usines de leur mobilier de bureau pour aménager nos chambres. On avait développé un goût du vintage avant l'heure que ma mère n'aimait pas beaucoup. Elle préférait le style plus moderne des années 80 avec ses assiettes noires et brillantes et le côté joujou des chaises. Ça lui rappelait l'univers de Star Wars que nous regardions ensemble. Elle avait adoré l'histoire de Luke et elle ne pouvait se défaire de cette idée de l'espace. Bien sûr qu'elle n'y croyait pas. Seuls les Russes y croyaient, disait-elle. C'était leur truc, le ciel, les étoiles et les cosmonautes. Mais s'il y avait un truc auquel ma mère croyait dur comme fer, c'était à l'amour. Je l'ai entendu souvent. « Aime mon fils ».
même si ça fait mal. Elle me sortait ensuite un livre d'images et elle me pointait du doigt les palais des Maharajas. Rien n'est plus impressionnant que l'amour.